Ok, donc maintenant, on va aborder donc, le chapitre 4. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur le chapitre 4. Je vous ai dit, le chapitre 3, vraiment, il pose les bases, donc j'ai voulu passer du temps, pour que vous compreniez bien ces notions essentielles. À partir de maintenant, on va appliquer donc les bases qu'on a abordées tous ensemble. Et donc, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, j'aimerais qu'on finisse le chapitre 4 dès aujourd'hui. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, c'est l'objectif. Donc, vous inquiétez pas si ça va un peu vite. L'idée, c'est aussi que ensuite vous repreniez les exercices et que vous preniez le temps de les faire chez vous. D'accord? Parce que, encore une fois, je le répète souvent, mais c'est comme ça qu'on progresse. Hein, c'est en faisant soi-même les exercices. Là, je n'ai pas le temps de vous les laisser faire, mais je compte sur vous pour travailler de votre côté. Alors, dans ce chapitre 4, on va vraiment voir en détail cette notion de valeur temps de l'argent, okay, dont j'ai déjà parlé. Et on va considérer dans tout ce chapitre, et d'ailleurs aussi dans les suivants, on va considérer qu'il n'y a pas de coût de transaction et on va considérer qu'il n'y a pas de risque. D'accord? Il n'y a pas de coût de transaction, il n'y a pas de risque. Donc, on va pouvoir se focaliser sur la valeur temps de l'argent et donc sur les opérations de capitalisation et d'actualisation. OK? Alors, on y va. La première section, c'est sur l'échéancier des flux. Alors, ce qui est très important lorsqu'on doit appréhender un problème de finance, c'est de bien enregistrer les flux à la bonne date. C'est crucial. Hein, et donc, je vous demande de prêter très attention à cela. Quand vous avez un exercice à traiter, je vous demande, même si c'est simple au début, même si ça vous apparaît inutile, prenez l'habitude de le faire, parce que quand les exercices vont se compliquer, eh bien, vous aurez pris de bonnes habitudes et vous éviterez pas mal d'erreurs. Donc, on va dessiner tout simplement, alors je ne le fais pas au tableau, vous l'avez ici sous les yeux, mais on va dessiner l'échéancier, ou ce qu'on appelle le diagramme des flux, en anglais, la timeline. Donc, c'est une ligne qui représente le temps, donc avec des dates, d'accord, et des flux. Et vous enregistrez bien chaque flux à chaque date. Donc, vous avez des dates. Vous avez aussi des périodes. Alors, attention, parce que vous me demandiez dans les cours précédents, mais pourquoi les notes sont effectivement assez mauvaises dans ce type de cours? Et je vous répondais, mais attention, c'est parce que les étudiants font plein de petites fautes. Hein, une faute commune, c'est de confondre des dates et les périodes. Hein. Vous savez, quand vous avez 3 dates, vous avez 2 périodes, par exemple. Vous savez aussi que la fin de la période numéro 1, ça coïncide exactement avec le début de la période 2. Donc, selon les énoncés, et je ne cherche pas du tout à vous piéger, tantôt les flux seront enregistrés en fin de période, tantôt ils seront enregistrés en début de période. Si vous vous mettez à apprendre des formules par cœur ou si vous cherchez à reproduire des exercices qu'on aura vus en cours, vous risquez de faire des erreurs. Parce qu'il y a pas mal de petits détails auxquels vous allez manquer de prêter attention. Donc, moi, je vous invite à prendre les choses de manière la plus rigoureuse possible, en ne faisant pas appel à votre mémoire, mais bien en faisant appel à votre raisonnement. Donc, on repart, on reconstruit à chaque fois le raisonnement, on reconstruit la timeline, on reconstruit l'échéancier. Donc, vous prêtez attention aux périodes, aux dates et à l'enregistrement des flux. OK? J'insiste aussi pour dire que les flux sont des flux algébriques. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a procédé jusque-là. Hein, aucune surprise, aucune nouveauté. Hein. Les flux, ils sont soit positifs, soit négatifs. Okay, positif quand c'est des rentrées d'argent, négatif lorsque c'est des sorties d'argent. Hein, du point de vue, donc de votre point de vue. Alors, tantôt, vous prendrez, selon les exercices, le point de vue du banquier, le point de vue du client, le point de vue de l'investisseur, le point de vue de l'entreprise. Ça change à chaque exercice. Et encore une fois, ce n'est pas pour vous piéger. C'est juste que, voilà, en pratique, il y a différents points de vue. Et en finance, on parle souvent de jeu à somme nulle. Hein. C'est-à-dire que le prêteur et l'emprunteur sont dans une situation qui est opposée l'une à l'autre. Hein. Donc, vous faites bien attention aux signes, vous ne vous trompez pas. Un emprunt, c'est un signe plus pour l'emprunteur à la date 0 et un signe moins pour le prêteur. Voilà. Juste, ça apparaît très simple comme ça, mais quand les exercices se compliquent, si vous n'avez pas adopté cette démarche très rigoureuse dès le début,
bien, vous commettez plein de petites erreurs qui conduisent à la fin au fait que vous échouez à répondre à l'exercice correctement. Alors, voilà. J'ai vraiment insisté sur l'échéancier. Ne faites pas d'erreur sur cet aspect-là, qui est primordial. Très rapidement, vous avez des frais de scolarité pour 10 000 € par an. Sur une scolarité de 2 ans, les paiements doivent être effectués à part égale au début de chaque semestre. Construisez le diagramme des flux. Je vais avoir combien de périodes? Très rapidement, répondez. 4. 4 périodes. 5. Ah oui, 4. Non, c'est pas 5, c'est pas. J'ai entendu 4. plein de choses. Oui, j'ai 4 périodes. D'accord. Je vois 2, 3, 5. Non, j'ai 4 périodes. Okay. 1, 2, 3, 4. OK. Pour ceux qui ont des doutes, eh bien, vous reprenez ça à tête reposée. Il n'y a aucune difficulté. Hein. Mais vous voyez, sur une question très simple comme ça, j'ai eu pas mal de réponses un peu à côté. OK. Donc, une fois qu'on a construit l'échéancier, ensuite, bien, les règles, elles sont extrêmement simples et elles sont systématiques. Pour comparer des flux, il faut les enregistrer à la même date. C'est simple. Pour comparer des flux, il faut pouvoir les observer à la même date. Et donc, il va falloir transposer les flux. Alors, dans l'ouvrage, et c'est un peu une présentation à l'américaine, dans l'ouvrage qui se veut la plus intuitive possible, donc on va parler de voyage dans le temps. On fait voyager dans le temps les flux. On les fait voyager dans le futur, et dans ce cas-là, on parle de capitalisation, ou alors on les fait voyager dans le passé qui est notre présent, la date 0, donc du futur vers la date 0, on les fait voyager donc dans le passé, et c'est ce qu'on appelle l'actualisation. Okay, je vais aller très vite sur ces différentes règles parce que vous les connaissez. Mais surtout, il faut les appliquer de manière systématique. D'accord. Et quand les exercices se compliquent, vous avez tendance à oublier cette règle de base. Okay, donc 1 000 € placés au taux de 10% dans 2 ans, avec l'effet de la capitalisation. 1 000 € au taux de 10% dans 2 ans, ce n'est pas simplement 1 200 €, c'est 1 210 €. D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez 1 000 € au titre du principal, plus 100 € au titre des intérêts payés la première année, plus 100 € au titre des intérêts payés la deuxième année, plus 10 € au titre des intérêts sur les intérêts. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Sur des cas comme ça, des questions comme celle-ci, est-ce que c'est toujours implicitement dit que c'est à intérêt composé? Oui. Vous verrez, on va avoir des cas la semaine prochaine de ce qu'on appelle des intérêts simples. C'est des choses que vous avez certainement déjà un peu vues, qu'on va repréciser. Mais par défaut, c'est des intérêts composés. Oui, très important par défaut. Ok, merci. Donc, lorsque vous avez un flux et que vous le composez, bien sûr, les intérêts portent intérêt. Encore une fois, voilà, vous n'êtes pas en première année, donc je n'insiste pas plus là-dessus. C'est des choses que vous êtes censé savoir. Okay, mais c'est même, on peut voir ça au collège. Quand vous faites les identités remarquables au collège, vous savez que A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Mais du coup, là, vous avez 1 plus R au carré. D'accord? Ici, on a deux périodes. Vous avez F sur 1 plus R au carré. Donc, ça fait 1 au carré, ça fait 1, plus 2R plus R carré. D'accord? 2R, c'est 2 fois le taux d'intérêt parce qu'il y a 2 périodes. Donc, vous payez 2 fois le taux d'intérêt plus R carré. R carré, c'est R fois R. C'est le taux d'intérêt sur le taux d'intérêt. Donc, il y a bien, quand vous avez 2 périodes, 4 composantes. Le principal, les intérêts la première année, les intérêts la deuxième année, les intérêts sur les intérêts. J'ai été très rapide, mais c'est des choses vraiment, encore une fois, que je pense que vous maîtrisez. Juste une petite discussion, parce que les calculs, vous les maîtrisez, vraiment, j'espère, parce que c'est du niveau première année. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est important, les intérêts sur les intérêts? Alors, je vous demande là de répondre à ma question sur le chat. Vous allez répondre à la question, mais sans utiliser de calculatrice. L'idée, c'est justement d'apprécier vos intuitions en la matière. OK? Voilà. Donc, vous avez 1 000 € sur un compte à 10%. À votre avis, quelle va être la valeur dans
7 ans. Le double à peu près, autour de 2 000 euros, le double. Alors, ne me donnez pas la formule, hein, donnez-moi une valeur comme ça, de tête, hein, sans utiliser de calculatrice. Vous me dites le double. Bon, on voit qu'il y a des gens ici qui ont l'habitude, effectivement. Hein, en 7 ans, à un taux de 10%, on double son capital. Donc, c'est à peu près 2 000 euros, vous avez raison. Dans 20 ans, alors 20 ans, c'est 3 fois plus que 7 ans. Hein, 7 fois 3, 21. Donc, 20 ans, on multiplie par 6, on est quoi? On est, à votre avis, dans 20 ans 6 000, 10 fois plus, par 7. Bah, on voit que là, vous répondez, et là, vous vous trompez beaucoup plus. Hein. À 7 ans, vous avez une bonne réponse. À 20 ans, vous vous trompez. Et si je vous pose la question à 75 ans, je suis sûr que vous allez très, très largement vous tromper. Et alors, ce n'est pas grave de se tromper. Mais non seulement vous allez vous tromper, mais en moyenne, en général, quand on fait l'expérience, là, on le fait rapidement, eh bien, les gens, globalement, sous-estiment. Hein, ils pourraient se tromper en étant tantôt au-delà, tantôt en deçà. Et donc, on se dit, bon, voilà, c'est une erreur, mais il n'y a pas un biais systématique. Mais quand on pose la question aux gens, il y a un biais systématique. Les gens ont tendance à sous-estimer la puissance de la capitalisation. Hein, j'appelle ça la puissance de la capitalisation. Il y a un petit jeu de mots qui n'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment un point extrêmement important. Alors, il y a des neuropsychologues qui ont aussi d'ailleurs travaillé sur cette question. Et il semblerait, alors je suis très prudent parce que c'est des choses que je ne connais pas forcément, hein, ce n'est pas mon domaine, mais il semblerait que biologiquement, hein, génétiquement, j'ai presque envie de dire, on est amené à réfléchir de manière linéaire. Lorsqu'on se projette, hein, on se projette de manière linéaire. C'est quelque chose qui est assez inhérent et assez partagé, hein, quelles que soient les cultures, quelle que soit la population. Or ici, évidemment, eh bien, la dynamique n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Donc, les humains, de manière générale, voient les choses de manière linéaire, alors qu'ici, on a quelque chose d'exponentiel. Et c'est la raison pour laquelle on sous-estime. Alors, je vais vous donner les chiffres. Alors, je n'ai pas fait le calcul à 75 ans, j'ai juste fait le graphique. Ah si, excusez-moi, je pensais avoir oublié de le faire, mais c'est fait. 75 ans, on passe à 1 200 000. 1 200 000. Donc, on a une augmentation qui est extrêmement importante. Lié aux intérêts sur les intérêts. Alors, ce qui est plus intéressant, hein, surtout, c'est de voir le graphique. Alors, je ne l'ai pas fait sur 75 ans le graphique, je l'ai fait sur 20 ans. Donc, j'ai décomposé ce graphique. Donc, pour chaque année, je calcule la valeur future, ce qu'on appelle aussi la valeur acquise. Hein, donc, combien vous avez sur votre compte dépôt, hein, au taux de 10%, si vous avez placé 1 000 euros. Et donc, j'ai considéré le montant du principal, le montant des intérêts sur le dépôt initial de 1 000 euros et les intérêts sur les intérêts. Et donc, on voit que au taux de 10%, bien sûr, hein, ça dépend du taux d'intérêt, mais au taux de 10%, hein, dès 7, 8 ans, 9 ans, eh bien, les intérêts représentent une part plus importante que le capital lui-même. D'accord ? Ce qui veut dire que lorsque vous êtes emprunteur, hein, voilà, la part à rembourser, là, c'est un placement, mais mettez-vous à la place de l'emprunteur sur une période de 10 ans avec un taux de 10% qui est certes un taux élevé, hein, je le reconnais, mais c'est des taux qu'on a connus dans l'histoire, hein, et même dans l'histoire récente. Donc avec un taux de 10% sur une période d'environ une dizaine d'années, eh bien, la part des intérêts est supérieure à la part du capital. Monsieur? Si on prolonge encore, alors vous voyez que les intérêts sur le principal progressent de manière linéaire. D'accord ? La progression est bien linéaire. D'accord ? Hein, c'est n, le nombre de périodes, fois le taux d'intérêt. Hein, donc la progression est linéaire. Mais au bout de 20 ans, on voit que pour un taux de 10%, la composante la plus importante, ce sont les intérêts sur les intérêts. Les intérêts dépassent de très loin les intérêts sur le principal, qui sont eux-mêmes bien supérieurs au principal. D'accord ? Gardez ce schéma-là en tête, parce que j'estime que les calculs, vous les connaissez, donc j'insiste un peu plus sur... Oui, il y avait une question.
Oui, monsieur, j'ai une question sur le calcul des intérêts sur le dépôt. On fait le dépôt initial fois le taux d'intérêt, c'est ça, les intérêts sur les dépôts. Et après, on calcule la valeur future et on soustrait les intérêts sur les dépôts pour savoir le montant des intérêts sur les intérêts. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous me dites. Les intérêts sur le principal, en cumulé, c'est très simple, hein, c'est le taux d'intérêt fois le principal fois le nombre de périodes. C'est ce qu'on appelle aussi les intérêts simples, d'accord, par opposition aux intérêts composés. Donc, par exemple, à la période 10, les intérêts sur le principal, à la période 10, c'est 1000, le principal, fois 10%, fois 10 ans. Et donc, ça vous donne le montant des intérêts sur le principal. Autrement dit, 10% de 1000, c'est 100. 100 qu'on a gagné chaque année pendant 10 ans. Donc, 100 fois 10, ça fait 1000. Hein, à la période 10, on a autant d'intérêts sur le principal que de principal pour un taux de 10%. Hein, c'est ce qu'on Et, appelle simple. et pour calculer les intérêts sur les intérêts, on fait comment? Alors, pour calculer les intérêts sur les intérêts, on calcule la valeur acquise totale, moins le principal, moins les intérêts sur le principal. Si vous voulez calculer simplement les intérêts sur les intérêts, vous prenez f fois 1 plus r puissance n, moins ce que j'ai dit tout à l'heure, f fois r fois n, moins f. Donc, c'est la valeur future moins les deux C'est ça. précédents. C'est ça. On le fait par différence. Oui. J'ai besoin d'écrire au tableau. Je l'ai dit à l'oral, mais je n'ai pas besoin d'écrire au tableau, c'est bon. Oui, c'est bon, merci. Ok, super. J'insiste hein, sur ces questions d'interprétation plus que sur les questions de calcul, mais encore une fois, les questions de calcul sont importantes. Si vous avez, comme Léna, une question à un moment donné, vous n'hésitez pas. Je reviens un tout petit peu en arrière, hein, parce que voilà, mon graphique s'arrête sur 20 ans pour qu'on puisse bien visualiser les choses, mais j'aimerais revenir sur ces 75 ans. Alors, bon, peut-être que la discussion que j'ai eue là sur l'effet de la capitalisation, bon, ça vous intéresse, mais modérément, dans la mesure où vous considérez que ces horizons sont des horizons très lointains. Mais j'aimerais insister sur le fait que ces horizons-là ne sont pas des horizons si lointains que ça. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup du trading haute fréquence, je l'entends bien, et on a l'impression que la finance s'intéresse uniquement à des relations de très court terme. Ce n'est pas le cas, c'est faux. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités à très très court terme, mais la finance, ce n'est pas que ça. Hein, la finance à long terme, c'est extrêmement important. Et 40 ans, c'est par exemple la durée moyenne, à peu près, hein, d'un placement pour l'épargne retraite. Hein, un plan d'épargne retraite, ça peut très bien hein, se mettre en place sur une durée environ de 40 ans. Donc, on aura des exemples hein, de cela un peu plus tard, mais vous voyez bien que ce sont des horizons qui vous-même vont vous intéresser. Hein. Donc, ce n'est pas du tout, des positions extrêmes ici, des horizons fictifs, des horizons qui en pratique sont très importants. Et puis, 75 ans, ça peut vous paraître beaucoup, hein, mais aujourd'hui, de plus en plus, on s'intéresse à ce qu'on appelle la finance durable. D'ailleurs, on a des parcours dans le Master 2. Dans les Master 2, on a un parcours qui va se spécialiser un peu sur ces questions de finance durable. C'est en création, hein, je ne vous en dis pas trop pour le moment parce que c'est un petit peu tôt, mais on veut développer ces questions autour de la finance durable. Et quand on s'intéresse, par exemple, au financement de la transition écologique pour lutter contre le changement climatique, les horizons, ce n'est pas 75 ans. 75 ans, c'est même trop court. Les horizons, c'est 100 ans minimum. Et si on s'intéresse à la valorisation des équipements, des infrastructures, 100 ans, pour un pont, pour des dépenses d'infrastructure, c'est tout à fait raisonnable. Et puis, pour les installations électriques, comme les installations nucléaires, les horizons, ils ne sont pas de 100 ans, ils sont de 500 ans. D'accord ? J'aurai l'occasion d'y revenir dessus, mais vous savez que donc, cet ouvrage, l'adaptation, hein,
je l'ai réalisé avec un de mes collègues, Nicolas Couder, hein, qui travaille chez EDF Énergie Renouvelable. Et donc, lui, quotidiennement, alors lui, son travail, moi je suis un universitaire, mais lui, son travail, c'est d'utiliser les techniques qu'on voit ensemble et de les appliquer pour prendre des bonnes décisions d'investissement lorsqu'il doit acheter des centrales ou en faire construire. Et son horizon est quotidiennement un horizon autour de 100 ans. J'insiste un peu lourdement, mais croyez-moi, ce sont des choses qui, en pratique, sont très importantes. Ce n'est pas juste une simple vue de l'esprit. En pratique, ça existe. Encore une fois, je dis, mon co-auteur sur cet ouvrage ou sur cette adaptation, il peut en témoigner. Voilà, ces flux à très long terme, c'est bien sûr essentiel. Alors, revenons sur cette question du changement climatique. Alors, je vous ai dit, l'horizon, c'est minimum 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire que 1 000 € aujourd'hui, placés au taux de 10% pendant 75 ans donc, ce qu'on dit, c'est que 1 000 € aujourd'hui, au taux de 10% pendant 75 ans, ça vaut 1 271 000 €. Eh bien, on va prendre le problème en sens inverse. Si, dans 75 ans, j'ai une dépense qui est estimée à plus d'1 million, à 1 271 000 ici, combien aujourd'hui je dois investir pour m'éviter cette dépense? D'accord? J'essaye de vous faire réfléchir un petit peu à ce que ces chiffres-là veulent dire. Donc, on se met dans le cadre du changement climatique, on anticipe une dépense de 1 271 000 dans 75 ans liée au changement climatique et on se dit, je veux me prémunir contre cette dépense. Combien je dois investir aujourd'hui au maximum pour me prémunir contre cette dépense à venir, à supposer que je puisse calculer le coût de ma dépense à venir. C'est 1 000 €? C'est 1 000 €, exactement. C'est ce calcul, d'accord? Et eh bien, c'est bien où je veux en venir. C'est bien un des problèmes en économie du climat qui est assez classique. Le problème est que si on veut mettre en place aujourd'hui des mesures coûteuses, un des déterminants essentiels, c'est le taux d'actualisation. Je reprends globalement. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Vous savez très bien, on en parle sans cesse, qu'aujourd'hui, on est face à une crise climatique à venir. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas météorologue, climatologue, mais les climatologues sont très largement unanimes sur cette question-là. Et on a un problème d'inaction. D'accord ? On n'investit pas suffisamment, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Alors, comment expliquer ça ? Alors, il y a tout un tas de questions, réponses d'ordre sociologique, politique, certes. Mais du point de vue du financier, un des éléments de réponse, il tient au choix du taux d'actualisation. Si je retiens des taux d'actualisation trop élevés, alors je ne suis pas incité à investir beaucoup aujourd'hui pour lutter contre une dépense même très importante dans le futur. Vous voyez, le coût ici, il serait de 1 200 000 €. Eh bien, je ne suis pas incité à dépenser plus de 1 000 € pour m'éviter cette dépense dans le futur. Et ça, bien sûr, c'est parce que j'ai retenu un taux d'actualisation très élevé. Si j'avais retenu un taux d'actualisation très faible, alors évidemment, prenez 1% de taux d'actualisation. Prenez 1%. Si vous faites 1000 fois 1,01 puissance 75, vous n'aurez pas quelque chose de très important. Faites-le, je n'ai pas la calculatrice sous la main, mais vous aurez quelque chose de bien plus faible qu'1 271 000. Quelqu'un peut me faire le calcul ? Sinon, je le fais moi. Attendez. Voilà, je vais faire le calcul avec un taux de 1%. Donc, 1000 fois 1,01. C'est 2109 €. 75. 2000 € à peu près, 2109. Donc, vous voyez, ça change complètement la donne, le choix du taux d'actualisation. Si, pour chaque 2000 € de coût dans 75 ans,
je devrais investir pour m'en prémunir 1 000 € aujourd'hui. Vous voyez? Le rapport, il est beaucoup, beaucoup plus conséquent. Alors que si je prends un taux de 10%, eh bien, un coût aussi énorme qu'1 271 000 dans 75 ans, ici c'est des millions, on pourrait raisonner en milliards, hein, c'est plutôt l'ordre de grandeur, eh bien, ne nécessite de ma part aujourd'hui qu'un petit effort, hein, de 1000. Okay. Vous voyez où je veux en venir? Conclusion, pour essayer de résumer tout cela. Lorsque vous faites de l'économie de l'environnement, eh bien, vous avez cruellement besoin de bien comprendre ces outils d'évaluation. D'accord? J'insiste parce que je vous ai dit dans le premier cours qu'évidemment, ce cours, il se destine a priori davantage aux étudiants qui choisiraient le parcours Monnaie Banque Finance Assurance. Mais, encore une fois, c'est un cours qui est intéressant pour tout le monde. Si vous faites de la macroéconomie, si vous travaillez sur les systèmes de retraite, si vous faites de l'économie de l'environnement, c'est un cours aussi qui peut vous être très utile. Un des paramètres, je me répète, les plus importants pour évaluer dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et pour ce qui est des aspects économiques, c'est le choix du taux d'actualisation. Il est clé. OK? OK. Ça vous va? Bon, j'espère que j'étais assez clair. Il n'y a pas de questions sur finance, climat, taux d'actualisation? Est-ce que ce taux, on a essayé de le mesurer ou pas? Enfin, par des études Il y a eu beaucoup de économétriques. débats, en fait. Il y a eu beaucoup de débats sur ce taux. En fait, dans les années 90, il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, le taux qui a été utilisé par le plan, vous savez, hein, le plan en France, était de 10 à 15%. Et c'est ce taux notamment qui avait été utilisé pour mesurer la compétitivité des centrales nucléaires. Donc c'est très important et il y a beaucoup de mouvements écologiques, enfin beaucoup non, mais certains économistes, ils sont assez rares dans les mouvements écologiques à l'époque, justement, avaient beaucoup insisté sur le choix de ce taux qui est en apparence un paramètre technique, mais avec un taux de 10 ou 15%. Vous savez que dans le cas du nucléaire, il y a des dépenses qui doivent être prises en charge à la fin de la durée de vie de la centrale pour le nettoyage du site et le retraitement donc, du réacteur. Vous savez qu'il y a des coûts très importants. Une centrale nucléaire, ça coûte très cher à construire. Quand ça fonctionne, c'est relativement bon marché parce qu'il y a très peu de combustible. Et en revanche, ça coûte de nouveau très cher lorsqu'il faut démanteler la centrale et retraiter donc, le réacteur qui est en fin de vie. Et donc, ces dépenses qui sont très importantes mais qui interviennent dans très longtemps ont en apparence un coût très faible en valeur actuelle si vous avez un taux d'actualisation de 10 ou 15%. Et donc, il y a eu pas mal de débats. Ce sont des débats techniques, mais vous voyez bien, ce sont des débats essentiels. Lorsque on a fait le choix du nucléaire, on retenait des taux d'actualisation très élevés qui faisaient apparaître le nucléaire comme plus compétitif qu'il ne l'aurait été si on avait retenu des taux plus faibles. Alors, en apparence comme ça, vous pensez que je suis peut-être un peu critique du nucléaire ou quoi. Non, au fond, moi, je n'ai pas d'avis sur le nucléaire. Hein. Et puis, mon avis, qu'importe. Je dis juste que ce choix du taux d'actualisation, il a été favorable, effectivement, au nucléaire, sachant que, par ailleurs, à l'époque, les taux étaient beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Hein. Dans les années 80, les taux étaient autour de 10%. Donc, ce n'était pas anormal de retenir un taux d'actualisation de 10%. Hein, ce taux, on l'a peut-être retenu un petit peu trop longtemps, mais ce n'était pas complètement anormal non plus, hein, pour être tout à fait juste. Aujourd'hui, lorsqu'on a des dépenses d'infrastructure, Bercy retient comme taux d'actualisation le plus souvent un taux autour de 3%. Hein, c'est peut-être encore trop élevé lorsque on doit raisonner sur des dépenses à très long terme, vu que ça fait maintenant quand même une bonne dizaine d'années que les taux sont quasi nuls. Voilà, donc, il y a pas mal de débats sur ces questions-là. J'ai un collègue à Toulouse, Christian Gaulier, qui a beaucoup travaillé sur cette
sur le choix du taux d'actualisation à long terme. Vous pouvez aller voir. Hein, c'est donc Christian Gaulier qui est à Toulouse, qui a travaillé sur ces questions-là notamment. Voilà, c'est important un peu d'y réfléchir. Ceci dit, nous, dans le cours, le taux d'actualisation, il sera donné. Hein, vous n'aurez pas à vous poser de questions, je vous le donnerai, le taux d'actualisation. Ce serait une des données du problème. OK? Monsieur? Oui. Une petite question sur les centrales nucléaires. Vous avez dit que les taux d'actualisation, ils se faisaient sur du long terme, du très long terme? Non, attention, à proprement parler, le taux d'actualisation, j'ai dit que le projet était sur du très long terme, hein, lorsqu'on a une centrale nucléaire. Et donc, le taux d'actualisation, en revanche, on le considère fixe. Il ne dépend pas du terme. On peut le faire dépendre du terme, on aura l'occasion de le voir, mais il ne dépend pas du terme. On a un projet à long terme, mais le plan utilisait le même taux d'actualisation pour des projets à très court terme et pour des projets à très long terme. Et il s'avère que le nucléaire, ce sont des projets à très long terme. Ok, ça ne change pas qu'on ait prévu, par exemple, vous aviez parlé je crois, de centaines d'années pour des centrales nucléaires, que ça soit du début ou à la fin, jusqu'au démantèlement. Et puis finalement, on se rend compte que la première centrale nucléaire, c'était après la guerre, il me semble, et qu'on commence déjà à les démanteler. Ah oui, bien sûr. Après, on est obligé, lorsqu'on lance ce type d'infrastructure lourde, d'installation lourde, on est obligé de faire des prévisions sur les durées de vie. Et ces prévisions, elles peuvent s'avérer erronées. Hein, on peut décider de fermer par anticipation certaines centrales. C'était le cas de Fessenheim. Donc, bien sûr, après, voilà, il y a plein de paramètres. La durée de vie, le taux d'actualisation, j'aime beaucoup insister là-dessus, mais la durée de vie, l'évolution du prix du combustible, il y a plein d'éléments autres qui vont jouer. Mais le financier, lui, s'intéresse au taux d'actualisation. Moi, je n'ai aucune légitimité, aucune expertise à discuter de la durée de vie des centrales. Merci. OK. Bon, j'ai passé un petit peu de temps ici parce que je voulais qu'on discute un peu de ces notions de taux, d'autant que je vous l'ai dit, hein, les taux ils seront donnés dans le cours, donc mais ça va être un input hein, de votre problème. Et je voulais vraiment que vous reteniez qu'en pratique, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait, c'est à déterminer ce taux. Une fois qu'on a le taux, après les calculs sont faciles. Vous, ça vous apparaît compliqué de faire ces calculs-là, mais avec un peu de pratique. C'est pas si compliqué. Le plus difficile, c'est pas la modélisation, c'est d'avoir les bons inputs. Bon, j'ai parlé de capitalisation, bien sûr, j'aurais pu parler d'actualisation hein, lorsqu'on va calculer des valeurs présentes. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup sur la façon dont c'est construit. Donc, la valeur aujourd'hui de 1 000 € à recevoir dans un an, lorsque le taux d'intérêt est de 10%, la valeur aujourd'hui c'est 900 €, 909,09 €. Si le flux est dans 2 ans, la valeur c'est 826,45. Si le flux est dans 3 ans, la valeur c'est 751,31. Voilà. Vous savez faire ces calculs. OK. Vous avez une obligation, pareil, je fais l'exercice avec vous, et comme ça vous le notez et vous le reprenez chez vous si vous avez un doute, et vous notez que la solution. Hein. Vous avez une obligation qui donne droit à un flux unique de 15 000 € dans 10 ans. Cette obligation qui donne droit à un flux unique de 15 000 € dans 10 ans, vous savez comment ça s'appelle? Une obligation qui ne verse pas de taux d'intérêt. Ça s'appelle comment? Une rente? Comment? Une rente? Non, c'est une C'est une rente. obligation zéro coupon? C'est le contraire d'une rente. C'est ce qu'on appelle un zéro coupon. Mais on y reviendra. Donc ici, on a un zéro coupon. Donc avec un flux unique de 15 000 € dans 10 ans, le taux d'intérêt est de 6%. La valeur de l'obligation, c'est 15 000 divisé par 1,06 puissance 10, soit 8 375 €. Okay. Voilà. Jusqu'à présent, tous les exercices, tous les exemples que je vous ai donnés, pour faire simple, j'ai considéré des flux uniques qu'on actualisait ou qu'on capitalisait. Mais bien sûr, je peux aussi considérer des séquences de flux. Et attention, là aussi dans les exercices, il faudra être très rigoureux. Est-ce que vous avez affaire à un flux unique ou à une séquence de flux? Les outils ne seront pas tout à fait les mêmes.
D'accord? Et donc, si vous partez tête baissée dans un exercice, vous risquez de vous tromper. Prenez le temps d'examiner s'il s'agit bien d'un flux unique ou d'une séquence de flux. Donc ici, on a une séquence de flux. Autrement dit, on va placer 1 000 € aujourd'hui, mais on va placer de nouveau 1 000 € dans un an, et puis de nouveau 1 000 € dans 2 ans. À la date 3, quel va être bien notre patrimoine? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, mais il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Je vais les présenter rapidement. Alors, la première façon de faire, c'est de faire ça pour chaque période, de faire quoi? Calculer donc la richesse acquise pour chaque période. Donc, on a 1 000 € investis à la date 0 qui nous rapporte 1 100 € à la date 1. Vous voyez la petite flèche, auquel viennent s'ajouter un nouveau placement de 1 000 €, donc pour un total de 2 100 € que l'on va placer au taux de 10% sur une période, ce qui nous rapporte 2 310 €, auquel s'ajoute 1 000 € pour un total de 3 310 que l'on place pour encore un an. Et au final, on a 3 641 €. Première façon de résoudre ce problème. Deuxième façon de résoudre ce problème, on a 1 000 € que l'on place pour 3 ans. Et l'on obtient 1 331 €. Et on a dans un an 1 000 € de nouveau que l'on va placer pour 2 périodes, pour un total de 1 210. Enfin, à la période 2, on a 1 000 € placés pour un an, pour un total de 1 100 €, pour une valeur acquise de 1 100 €. On fait le total et on obtient évidemment le même résultat que précédemment, 3 641. Donc, vous utilisez la méthode que vous voulez, qu'importe. Vous avez le même résultat, évidemment, à la fin. On peut encore raisonner de manière différente. C'est l'exemple 4.4. On peut proposer une troisième approche. Est-ce que quelqu'un a une idée pour cette troisième approche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous laisse réfléchir. On peut additionner les valeurs actuelles. Exactement. Vous avez raison. On va calculer les valeurs actuelles de chacun pour chacun des flux. On calcule la valeur actuelle de chacun des flux. Alors, la valeur actuelle de 1 000 € aujourd'hui, c'est 1 000 €, par définition. Donc là, il n'y a pas de calcul à faire. On calcule la valeur actuelle du flux dans un an, la valeur actuelle du flux dans 2 ans. On fait la somme des valeurs actuelles. Et puis, une fois qu'on a la somme des valeurs actuelles, on transpose cette valeur actuelle dans 3 ans et on obtient 3 641. Donc, vous voyez, on se déplace constamment, on déplace constamment les flux. Il n'y a pas une façon unique de faire. Ça dépend un peu de l'exercice. Parfois, il y a des chemins qui sont plus ou moins rapides, mais tous les chemins mènent au même endroit, si vous ne vous trompez pas, si vous êtes bien rigoureux. OK? Voilà. Donc, ici, je rappelle ces formules de base que vous connaissez pour calculer les valeurs finales ou les valeurs actuelles. Et je vous l'ai dit, la plupart du temps, quand même, on raisonne en termes de valeurs actuelles. C'est plus intuitif de considérer la valeur aujourd'hui que la valeur dans un an, 2 ans. Voilà. OK. Donc, on va généraliser donc, les formules précédentes que vous avez sous le tableau au cas des séquences de flux, parce que là, vous aviez des flux uniques. Lorsqu'on a des séquences de flux, donc la séquence de flux, je l'écris de cette manière, de la manière suivante. Donc, on a des différentes périodes jusqu'à la date n. Et puis, on a des flux qui sont différents à chaque fois, F0, F1, F2, Fn. Donc, vous voyez bien, chaque flux est indicé par la période parce que je distingue bien les flux les uns des autres. Et donc, la valeur actuelle, c'est très simple. La valeur actuelle de ma séquence de flux, c'est la somme des valeurs actuelles. On a un opérateur linéaire, donc c'est très, très simple. Je répète, la valeur actuelle d'une séquence de flux, c'est la somme des valeurs actuelles. Donc, vous pouvez l'écrire sous cette forme. La valeur actuelle, c'est F0 plus F1 divisé par 1 plus R plus F2 divisé par 1 plus R carré. Et ça, pour chacun des flux jusqu'à la date n. Généralement, on utilise le symbole sigma. Vous savez, c'est le symbole somme en mathématiques. De la date 0 à la date n, on a le flux indicé à la date n divisé par 1 plus R puissance n. Donc ça, c'est pour calculer la valeur actuelle d'une séquence de flux. Ça, ce n'est pas une formule à apprendre par cœur, c'est juste une notation. La notation qui utilise le symbole sigma. Et lorsqu'on veut calculer la valeur future d'une séquence de flux, le plus simple, c'est de calculer sa valeur actuelle et de transposer cette valeur actuelle
à la date n. Donc, on a bien un lien entre les deux, hein, la valeur future ou valeur finale ou valeur acquise, hein, les termes sont synonymes. C'est la valeur actuelle fois 1 plus R puissance n. OK? Ça va pour ces différentes équations? Oui. OK. Bon, alors, je voulais passer l'exercice, mais je vais le faire. Prenez des notes, hein, bien sûr. Prenez des notes sur les réponses et après, essayez de vous entraîner. Donc, bon, l'exercice est un peu alambiqué, c'est pour ça que je ne voulais pas forcément passer beaucoup de temps. L'énoncé est un peu alambiqué, mais l'exercice est simple. Donc, vous empruntez de l'argent. Et vous empruntez, donc c'est un étudiant qui emprunte de l'argent à son père. Et donc, l'étudiant va rembourser son père sous forme d'un prêt. Donc, c'est un peu bizarre, cette relation. Donc, le prêt, c'est un prêt en 4 ans. Au taux de 6%. D'accord? Mais le prêt, il ne va pas être remboursé de manière régulière. Hein, il va y avoir un versement de 5 000 euros dans un an, puis de 8 000 euros par an les 3 années suivantes. D'accord? Donc, on verse 5 000 euros et ensuite 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros. Okay? Donc, le prêt, il ne se fait pas avec un remboursement constant. Par ailleurs, le taux d'intérêt pour ce type de prêt, donc, si on utilisait une banque pour réaliser cet emprunt, on aurait un taux d'intérêt de 6%. Et la question, c'est de savoir quelle somme l'étudiant peut-il emprunter. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vous dis, hein, c'est un peu alambiqué, mais c'est très simple. On fait la timeline peut-être dans un premier temps. Allez-y, vous avez raison. En mettant donc, plus clair, on a la timeline, d'accord. On va tous les flux, on voit bien ce que je vous disais, elle est très simple, 5 000, 8 000, 8 000, 8 000. Et on va calculer la valeur actuelle. La valeur actuelle, ça correspond exactement au montant qu'il est possible d'emprunter compte tenu des promesses de remboursement qui ont été faites. Et puisqu'on considère un taux de 6%, eh bien, c'est ce taux qui va être utilisé comme facteur d'actualisation. Donc, le calcul de la valeur actuelle se fait très simplement. On aboutit à une somme de 24 890 euros. D'accord? Alors, évidemment, ce montant de 24 890, il est inférieur à la somme des versements. Mais ça, vous êtes bien conscient de cela. C'est lié justement à la valeur temps de l'argent. 1 euro aujourd'hui, ça coûte. 1 euro aujourd'hui, ça vaut plus qu'1 euro demain. Donc, il est normal que la somme empruntée soit inférieure, le montant emprunté soit inférieur à la somme des versements futurs. La somme des versements futurs s'élève à 29 000 euros. Okay. Cet exercice, il permet aussi de vérifier qu'on a bien un placement au taux de 6%. D'accord. Parce que si on avait prêté sur le marché, on se rend compte que ça coïncide bien avec ce taux de 6%. J'insiste pas plus, parce qu'on a un tout petit peu. OK. Donc, dans l'exemple précédent, j'avais une séquence de flux qui était quelconque. C'est pour ça que c'était un petit peu étrange, parce que généralement, lorsque vous avez des emprunts, bien, la séquence de flux, elle va être régulière. Ici, ce n'était pas le cas. On avait un remboursement de 5 000 euros au début, et puis après, les remboursements passaient à 8 000 euros. En pratique, on a souvent des remboursements beaucoup plus lisses, et donc des séquences de flux régulières. Et l'avantage, lorsqu'on a une séquence de flux régulière, c'est qu'on peut faire appel à des formules simplificatrices. On peut utiliser des formules simplificatrices. C'est ce que je vais présenter là maintenant. Et on va faire une petite pause. OK? Jusqu'à quelle heure? Allez, 20. On fait 10 minutes de pause et on se retrouve à 20. Et je reste là. Hein. Je suspends l'enregistrement. Je réponds à quelques questions si vous voulez. On se revoit dans 10 minutes. À tout de suite. Alors, donc, dans cette section, comme je vous le disais, on va considérer des séquences de flux. Okay? Et en particulier, on va s'intéresser à des séquences de flux particulières, des séquences de flux que je qualifie moi de régulières. On y va.
Alors, quand vous avez une séquence de flux, hein, quelle qu'elle soit, vous calculez, vous pouvez calculer ce qu'on appelle la vanne. Alors, la vanne, c'est un cas particulier de valeur actuelle. Hein. C'est la vanne, c'est la valeur actuelle de l'ensemble des flux. D'accord? Je l'ai déjà présenté d'ailleurs la semaine dernière. La vanne, c'est la valeur actuelle nette. Donc, on prend en compte l'ensemble des flux. Alors, on peut calculer tous les flux les uns après les autres, ou alors regrouper les bénéfices d'un côté, les coûts de l'autre. D'accord? Donc, les flux positifs, les flux négatifs. Faire la différence entre les deux, on peut articuler ça comme on veut, hein. C'est commutatif, donc il n'y a pas de problème. Okay. Un petit exercice si vous voulez, bon, on va prendre le temps. Clément décide d'investir aujourd'hui dans un projet, il investit 1 000 €, il aura droit à 500 € à la fin de chacune des 3 prochaines années, donc moins 1 000 € aujourd'hui, puisque c'est un investissement, et il obtient 500 € dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et bien sûr, on enregistre bien que c'est en fin de période. Donc ça, c'est une première possibilité. Ou alors, il place son argent au taux de 10% par an sur un livret. Est-ce qu'il doit investir dans le projet? Eh bien, pour savoir s'il doit investir dans le projet, il suffit de calculer la valeur actuelle nette. Donc la valeur actuelle nette, vous avez la timeline ici. Je vais vraiment vite parce que c'est extrêmement simple. La valeur actuelle nette. Monsieur, excusez-nous. Actualisée. Est-ce que vous pouvez remettre votre casque parce qu'en fait, on ne vous entend pas bien sans. D'accord. Alors, je vais Avec le micro. Merci beaucoup. Je faisais un essai sans casque, mais si c'est préférable avec le casque. C'est bon? Oui, c'est parfait. D'accord. Donc, je disais, je vais vite parce que le calcul de la vanne, là, il est vraiment simple. Si vous voulez faire une capture écran, n'hésitez pas, hein, mais c'est très, très simple. Hein. La vanne, c'est la somme des flux futurs actualisés. Je répète, la vanne, c'est la somme des flux futurs actualisés. On va utiliser cette formule-là des dizaines de fois. Donc, vous prenez chacun des flux, vous rapportez ces flux au facteur d'actualisation et vous avez une vanne qui est de 243 €. La vanne étant positive, ça veut dire que le projet est rentable. Vous vérifiez, c'est ce qui est fait dans la suite, vous vérifiez que c'est bien le cas, hein, que c'est bien rentable, que ce projet, il domine toujours le placement sur le livret au taux de 10%, c'est ce qui est fait dans la suite. Je passe. Je vous invite également à manipuler Excel pour calculer les vannes. De manière générale, de toute façon, vous aurez intérêt à savoir utiliser Excel dans le futur, hein, que ce soit pour rendre des devoirs à l'université ou lors de vos stages. Donc, commencez dès à présent à vous familiariser avec cet outil que vous avez déjà abordé, d'ailleurs, je crois, dans les premières années de licence. Mais là, je vous demande d'ailleurs pas juste de vous familiariser avec l'outil, mais je vous demande de le maîtriser complètement, y compris sur la forme. Donc, vous faites bien attention à bien enregistrer, non pas à bien enregistrer les paramètres, à bien considérer les formules en prenant donc des références soit absolues, soit relatives, des choses que vous êtes censé savoir faire. Donc, dans les différents chapitres, vous avez des encadrés justement sur l'utilisation d'Excel. Je vous demande d'y prêter attention. Encore une fois, c'est très simple, il faut juste faire preuve d'un peu de rigueur et de soin, je dirais ici, hein, d'être très soigneux sur la présentation. C'est tellement simple ici que je ne vais pas le reprendre, mais plus tard, dans le cours, on fera en direct ensemble, vous qui êtes sur votre ordinateur. Alors, certains suivent le cours sur le téléphone, mais pour la plupart, si vous suivez sur ordinateur, eh bien, on essaiera de faire quelques petits pricer, hein, quelques outils d'évaluation à partir d'Excel. On le fera en direct tous ensemble, là, ça ne vaut pas vraiment la peine. OK, donc maintenant, on va passer donc, à ces séquences de flux que j'appelle régulières. Donc, il y a plusieurs types de séquences de flux régulières. Il y a les rentes et les annuités. D'accord? Ça, c'est la première distinction. On va préciser ça dans un instant. Et puis, il y a une deuxième distinction qui est relative à la durée. On va avoir donc des séquences de flux perpétuelles ou alors
fini, hein, c'est ce qui distingue, excusez-moi, c'est ce qui distingue les rentes et les annuités. Mais on a un deuxième critère, est-ce que les flux sont constants ou croissants? On va en parler. Donc il y a deux critères, hein, la durée et puis est-ce que le flux est croissant ou constant? OK. Pourquoi on aborde ces cas? C'est parce que c'est des cas qui sont très courants et pour lesquels il existe des formules simplificatrices. Donc, encore une fois, hein, il y a 4 cas de figure, hein, parce qu'il y a deux critères. Donc, soit rente perpétuelle, soit annuité, soit constante, soit croissante. Donc, quand vous croisez les deux critères, vous avez bien 4 possibilités. Alors, les rentes perpétuelles, qu'est-ce que c'est? Comme leur nom l'indique, une rente perpétuelle, c'est un flux F, donc constant. Ce n'est pas mentionné, hein, on dit, mais par défaut, c'est un flux constant. Mais bien qui, je vous disais, comme son nom l'indique, qui offre donc des flux à perpétuité. Hein, excusez-moi, c'est pourtant très simple. J'ai un peu, voilà, je n'ai pas été très clair, mais c'est très simple. C'est des flux jusqu'à l'infini. Okay, donc la timeline, elle est très simple. Vous avez différentes dates, 0, 1, 2, 3, et puis ça se poursuit jusqu'à l'infini avec un flux qui va être constant à chaque période. Et donc, pour calculer la valeur actuelle de cette séquence de flux, eh bien, vous pouvez faire la valeur actuelle de chacun des termes. Sauf que vous avez un nombre de termes qui est infini. Hein, vous avez un nombre de termes qui est infini. Alors, on peut se dire, mais comment c'est possible de calculer une somme de termes infinie? Eh bien, c'est une des beautés des mathématiques, c'est qu'on est capable de le faire. Et pourquoi on est capable de le faire? Si quelqu'un a une idée, c'est des choses que vous faites au lycée. Hein, mais, parce que la série est convergente? Voilà, en fait, on va avoir une séquence ici qui va converger et on va calculer la limite de cette séquence de flux. Et cette limite est finie, hein, parce que vous l'avez dit, elle converge. Donc, on a une limite finie, même si on a une somme de termes infinis. Alors, on pourrait très bien raisonner de manière purement mathématique pour démontrer que la limite est finie. C'est ce qui est fait dans la plupart des ouvrages, et notamment les ouvrages en français. Vous regardez les manuels en français, les manuels français de mathématiques financières, tout de suite, on rentre dans la technique, et notamment, ici en l'occurrence, on doit utiliser les suites, et en particulier les suites géométriques. Et donc, la démonstration, elle se fait à partir des suites géométriques. Et puis, ce que d'ailleurs, moi, j'avais apprécié dans cet ouvrage original de Berck et de Marceau, et c'est pour ça que j'avais accepté d'en faire une adaptation au cas français, c'est que eh bien, l'approche, elle était beaucoup plus intuitive. Hein. Il y a la démonstration mathématique en annexe, mais avant d'en venir à la démonstration mathématique un peu stricte, je dirais, un peu froide, on a une présentation qui est très intuitive et que je vais vous présenter maintenant. Imaginez que vous placiez 100 € aujourd'hui au taux de 5%, et on suppose ici que les taux sont constants. Hein, c'est une hypothèse qui est un peu contestable, mais qui est nécessaire pour raisonner ici, qui va simplifier vraiment de loin tous les calculs. Donc, on place 100 € aujourd'hui. 100 € aujourd'hui au taux de 5%, évidemment, dans un an, ça nous rapporte 105 €. Et ce qu'il est possible de faire, c'est de retirer ces 5 €, hein, de manière à ce qu'il y ait toujours 100 € placés sur notre compte. À taux constant de 5%, on peut répéter l'opération éternellement. D'accord ? On peut toujours récupérer le montant des intérêts, ce qui permet de laisser le capital inchangé. Ce faisant, on a très très simplement créé une rente perpétuelle. Une rente perpétuelle de 5 € par an. Donc, pour se créer une rente perpétuelle de 5 € par an, combien ça coûte? Eh bien, ça coûte un investissement initial de 100 €. Donc, le prix d'une rente perpétuelle, par un raisonnement d'arbitrage, le prix d'une rente perpétuelle qui verse 5 € par an à l'infini, eh bien, ce prix doit être de 100 € si le taux d'intérêt est de 5%. Okay. Donc, on peut généraliser. Lorsqu'on place un montant P sur un compte, on peut retirer chaque année les intérêts. Les intérêts, c'est un flux F. Le montant des intérêts, eh c'est R fois P. Et on laisse le principal sur le compte. Donc, à partir de cette équation, F égale R sur P, on peut très bien calculer
eh bien, le principal nécessaire pour obtenir un certain flux compte tenu du taux d'intérêt, il suffit de résoudre cette équation. Et donc, on a P qui est égal à F sur R. La valeur d'une rente perpétuelle, alors qu'auparavant, je retourne en arrière, on avait une formule qui n'est pas compliquée, mais qui est assez complexe dans la mesure où on a une infinité de termes, eh bien, on s'aperçoit que la résolution, elle est extrêmement simple. Ça converge vers F sur R. Voilà, là, il n'y a pas de démonstration mathématique. Ça reste une démonstration tout à fait valable, mais plus, je dirais, financière que mathématique. En annexe, vous avez la démonstration mathématique à partir des suites géométriques. Mais donc, le résultat qui est important à retenir, c'est le suivant. La valeur actuelle d'une rente perpétuelle au taux d'intérêt petit r, c'est F sur R. Un mot sur les rentes perpétuelles. Alors, vous imaginez peut-être que cet exercice-là, il est purement académique. Alors, pas vraiment. Il l'est en grande partie parce que souvent, dans les résolutions des modèles économiques, on va supposer que les flux suivent des rentes perpétuelles. Vous voyez pourquoi? Parce que ça simplifie considérablement les calculs. On est dans des cas très très simples lorsqu'on a des rentes perpétuelles. Hein. On a un calcul qui est quasiment immédiat lorsqu'on veut obtenir les valeurs actuelles d'une rente perpétuelle. Donc c'est vrai que on fait souvent cette hypothèse de rente perpétuelle en finance dans nos modélisations. Mais au-delà de l'intérêt purement pratique, il y a un vrai intérêt professionnel, je dirais, puisque des rentes perpétuelles sur les marchés, il en existe. Alors, on peut considérer que les titres à très long terme, il y a des obligations, notamment sur des périodes de 100 ans parfois, eh bien, on peut considérer que ces titres sont assimilables à des rentes perpétuelles. Et en plus de cela, il existe de vraies rentes perpétuelles. C'était assez populaire dans les années au XVIIIe, au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui sont mentionnés, je n'ai plus leur nom en tête, mais qui travaillent donc à Amsterdam et qui ont récupéré donc, une rente perpétuelle qui est en vigueur depuis, je crois, le XVIIIe siècle, donc aux Pays-Bas. Et qui continue de verser sa rente chaque année. Alors, il y a eu des interruptions notamment pendant les deux guerres mondiales, mais cette rente, elle a plus de 350 ans aujourd'hui, elle continue de verser un flux. Donc, comme quoi, ces rentes peuvent exister pendant un nombre de périodes très important. Ici, plus de 350 ans. Voilà. Aujourd'hui, on parle encore de rente perpétuelle. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les débats autour de la dette publique, et notamment de la partie de la dette publique qui est imputable à la crise du Covid. Alors, il y a plein de discussions sur comment on va gérer cette dette publique. Alors, on peut imaginer que quand la situation s'améliore, les gouvernements fassent preuve d'un peu d'austérité, augmentent les impôts ou réduisent les dépenses pour rembourser cette dette Covid. Donc, c'est une possibilité. Alors, ce n'est pas la possibilité aujourd'hui qui est envisagée, hein, je vous rassure. Il y a d'autres possibilités. Certains considèrent que c'est à la Banque centrale de financer ce surcroît d'endettement public. D'autres envisagent une annulation de la dette publique. D'ailleurs, ces approches-là peuvent être liées l'une à l'autre. Et puis, il y a d'autres approches qui consistent à convertir cette dette publique sous forme de rente perpétuelle. Ça a été une proposition, notamment par le gouvernement espagnol, de convertir la dette publique liée au Covid en rente perpétuelle. Donc, avec une absence de remboursement, en fait, un paiement des intérêts uniquement sur très, 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 très longue période. Donc, ce qu'on fait là, ça a bien sûr un intérêt, encore une fois, lorsqu'on discute de politique économique. Et pas que de finance, puisque là, vous voyez, on parle de macro, on parle de la gestion de la dette publique. Donc, j'insiste, ce sont des éléments importants dans votre formation. J'espère que vous en êtes convaincus et que vous êtes motivés. Alors, imaginons ce petit exercice-là qui est assez simple. Vous avez monté une association des étudiants du Master Finance. Alors, elle existe, cette association. Il y en a plusieurs même. Il y a deux associations. Historiquement, il y a l'association de l'AMOFIB.
c'est l'association Monnaie Finance Banque, AMOFIB. Et il y a une autre association un peu plus récente, c'est les Taureaux de la Sorbonne. C'est ça, les Taureaux de la Sorbonne. Et donc, voilà, vous pouvez discuter avec eux. Je fais un peu de publicité pour ces deux associations d'étudiants qui communiquent autour du Master Finance, qui aident les étudiants. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, imaginons ici qu'on ait cette association qui décide de créer un gala annuel. Et donc, ce gala annuel, il faut pouvoir le financer. Alors, l'exemple ici, il est vraiment emprunté à ce qui se passe aux États-Unis. En France, on ne procède pas de cette façon. Quoi qu'il en soit, le coût pour le gala est estimé à 30 000 €. Et on considère un taux de marché de 8%. Alors, ce taux est très élevé, mais qu'importe. C'est pour les besoins de l'exercice. On prévoit un premier gala dans un an. Et l'idée, c'est de lancer une campagne de fundraising, de levée de fonds, donc, auprès des anciens étudiants pour se constituer donc, un fonds de dotation. D'accord. On va avoir un fonds de dotation et ce fonds de dotation, il va permettre de mettre en place une rente perpétuelle. D'accord ? C'est l'idée. Encore une fois, je dis, c'est très anglo-saxon comme approche. Les universités anglo-saxonnes, en particulier aux États-Unis, les universités américaines, sont construites sur ce système. Elles sont complètement construites sur ce système. Les anciens étudiants sont souvent sollicités pour faire des dons. Ces dons sont conservés par une fondation. Cette fondation se charge d'investir ces dons sur les marchés. Alors, normalement, ça doit être sous forme de placement sans risque. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ici, on va faire l'hypothèse que c'est le cas. Et puis, l'université obtient ainsi la possibilité de consommer, donc non pas la dotation, mais les intérêts liés à cette dotation. Okay, vous comprenez bien l'idée. Donc, c'est les fonds de dotation, les endowments aux États-Unis. Par exemple, Harvard a un fonds de dotation qui représente aujourd'hui des milliards. Et Harvard peut consommer donc, les intérêts liés à ce capital pour financer l'achat d'un bâtiment, des salaires, une chaire pour un professeur de finance. Il y a des questions? Excusez-moi. Oui, j'ai une question. Est-ce que ce mode de financement, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu, en certains points, similaire au financement Ponzi? Non, aucunement. Enfin, sur le principe de roulement, je veux dire, du capital. Pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que votre question n'est pas pertinente, mais pas du tout. Parce que dans le cas d'un schéma de Ponzi, pour ceux qui ne savent pas, le schéma de Ponzi, alors c'est une arnaque, ni plus ni moins. Le schéma de Ponzi consiste à prétendre placer de l'argent, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le gérant va collecter des fonds auprès de nouveaux clients et une partie des fonds collectés vont servir à payer des intérêts aux anciens clients pour entretenir l'idée que mon fonds est réellement investi sur les marchés et gagne de l'argent. Donc, les anciens clients vont recevoir de l'argent, ils vont faire un peu de publicité, ça marche par le bouche à oreille. Donc, je vais avoir de nouveaux clients, ce qui va me permettre de donner une partie de cet argent aux anciens clients qui vont gagner de plus en plus d'argent, donc qui vont faire la publicité de mon fonds, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, ces schémas à la Ponzi, ça ne dure qu'un temps. Parce qu'à un moment, cette escroquerie, elle apparaît au grand jour. Alors, on a longtemps considéré que ça ne pouvait pas tenir très, très longtemps. On imaginait que ça pouvait tenir 1 an, 2 ans, pas plus. L'affaire Bernard Madoff a montré que ces schémas pouvaient subsister parfois jusqu'à 10 ans. Dans le cas de Bernard Madoff, je crois que ça a duré plus de 10 ans, ce schéma-là. Mais c'est une escroquerie. Ici, ce n'est pas du tout ça. Ici, il s'agit de dons. D'accord ? Il y a un don. Et puis, à partir de ce don, qui est effectivement placé, il n'y a pas d'arnaque, ce don, il est placé en bourse ou placé… alors, si c'est des milliards, on ne va pas les mettre sur un livret A. C'est pour ça que je dis placé en bourse. Mais à petite échelle, ça peut être placé auprès d'une banque. Et l'idée, c'est de consommer uniquement les intérêts. Okay.
Donc, je prends cet exemple-là parce que ça vous montre comment on se dote d'une rente perpétuelle. J'aurais pu prendre un autre exemple que vous retrouvez dans pas mal de manuels. Imaginez que vous gagnez au loto. Vous gagnez au loto. Eh bien, pas forcément l'euro million, hein, mais une petite somme. Je ne sais pas moi, 1 million d'euros. Eh bien, vous pouvez décider de tout claquer et de partir à Las Vegas. Ou alors, vous pouvez être plus raisonnable et placer ces 1 million d'euros de manière à vous construire une rente pour toucher tous les mois donc, votre rente à la place, donc, ou en complément, d'ailleurs, pas forcément à la place, mais à la place ou en complément d'un salaire. Donc, c'est le même genre d'exercice ici, sauf que j'ai pris le cas donc, eh bien, d'un fonds de dotation pour le Master Finance. Ça me permettait de faire un peu de publicité pour les associations. Et ça me permettait aussi de dire que, vous savez que maintenant, à Paris 1, depuis quelques années, ça ne fait pas très longtemps, mais depuis quelques années, on a une fondation. Paris 1 a sa propre fondation. Et donc, vous êtes invité, si vous le souhaitez, à faire un don à la fondation. En fait, cette fondation, elle ne fonctionne pas encore comme les fondations américaines. Hein. On est loin d'avoir atteint des milliards. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir, avec cette fondation, améliorer un peu le financement des universités. D'ailleurs, entre nous, imaginez, hein, c'est souvent un petit exemple que je donne aux étudiants, vous connaissez la date de fondation de la Sorbonne? C'est au 14e, non? 14e siècle. Non, mais la date précise, vous êtes étudiant depuis… 1472. Non, pas du tout, vous inventez là. Vous ne connaissez pas la date de fondation de la Sorbonne? 1257. Merci, c'est 1257. Et d'ailleurs, c'est le titre de notre revue. 1200, hein, pas 1900, 1257. Donc, vous imaginez si à l'époque, on avait non pas réalisé donc, un financement par l'État chaque année, mais si on avait constitué à cette époque un fonds de dotation, aujourd'hui, la Sorbonne, on serait richissime hein, depuis maintenant, qui est près de 800 ans. Bon, voilà, qu'importe. Hein. Mais bon, voilà. L'examen, une année, je crois que j'avais mis… voilà, j'avais fait un petit exercice un peu hypothétique autour de ce fonds de dotation de la Sorbonne qui aurait été mis en place il y a très longtemps. Bon. Résolvons cet exercice. L'échéancier, il est très simple à construire, hein, c'est une rente perpétuelle. Donc, ce qu'il vous faut, c'est à partir de l'année prochaine, 30 000 euros par an tous les ans. Donc, pour obtenir 30 000 euros par an tous les ans, sachant que vous pouvez placer votre argent au taux de 8%, encore une fois, petite parenthèse, ce taux il est très élevé, mais bon, c'est pour les besoins de l'exercice, pour rendre les chiffres un peu plus faciles à manipuler. Donc, avec un taux de 8%, pour obtenir 30 000 euros tous les ans, sans jamais consommer son capital, il faut investir, placer 375 000 euros. Voilà, le calcul est très simple. Ce qui est plus important, ce qui est plus difficile, c'est de comprendre ce qu'on vous demande, comprendre donc, ces différents problèmes. Mais si vous avez 375 000 euros, vous pouvez, si vous les placez au taux de 8%, obtenir et consommer 30 000 euros chaque année à partir de l'année prochaine, et ce, jusqu'à la fin des temps. OK? Des questions? Je continue. Donc, je vous disais, hein, sur les rentes perpétuelles, sur le cas des universités américaines, à Harvard, c'est, je vous ai dit des dizaines de milliards, c'est 40 milliards. Yale, c'est 30 milliards hein, en 2019 de dotation. Si Robert de Sorbonne avait fait un don de 100 euros, enfin l'équivalent de 100 euros, parce qu'évidemment l'euro n'existait pas à l'époque, mais ça, vous le savez, au moment de la création de l'université, eh ben, on aurait un fonds de 623 milliards aujourd'hui. Et donc, en supposant un taux d'intérêt de 3%, d'accord, si on plaçait cet argent-là au taux de 3%, on aurait un budget annuel de 18 milliards. Et pour info, le budget annuel de notre université est de 250 millions. Donc, vous voyez, on aurait des moyens bien plus considérables. Enfin, sauf que la Sorbonne n'appartient pas uniquement à Paris, hein, d'ailleurs. Donc, il faudrait qu'on partage un petit peu, mais on aurait de quoi se partager les 18 milliards très, très largement. OK, enfin, voilà, c'est un petit exercice juste pour vous faire réfléchir donc, aux différentes modalités de financement des universités. OK, on continue.
Passons maintenant au cas numéro 2. On a vu les rentes perpétuelles constantes. Je vous dis, on ne précise pas constante, c'est par défaut. Maintenant, on va passer aux annuités constantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une annuité constante? C'est une séquence de flux avec un flux constant, mais une durée de vie finie. D'accord? Et on parle d'annuité parce que généralement, les périodes sont d'1 an. Mais on peut parler d'annuité lorsque les périodes sont d'1 mois ou d'un semestre ou d'un trimestre, qu'importe. Ce qui est important, c'est que le flux soit constant et que les périodes soient régulières. D'accord? Il y a 2 choses importantes. Le flux doit être constant et les périodes doivent être régulières. Donc, ici, c'est le cas. On a des périodes 1, 2, 3 jusqu'à la date n avec un flux f constant. Donc, on peut calculer la valeur actuelle. On peut toujours, d'ailleurs, dans le cas général, calculer la valeur actuelle et l'écrire sous cette forme. Sauf que parce que c'est constant, on peut mettre f en facteur et donc on va avoir f facteur de somme de 1 sur 1 plus r puissance n. Et ça, eh bien ça peut se calculer simplement grâce à une formule simplificatrice que je vais vous exposer maintenant. On va reprendre le même raisonnement que tout à l'heure. On va considérer un placement de 100 € qui rapporte donc au taux de 5% 105 € dans 1 an. On va consommer les intérêts. D'accord? Donc, on est en mesure de consommer 5 € tous les ans pendant 20 ans. Et en plus de cela, dans 20 ans, on obtient le remboursement de notre prêt, donc 100 €. Donc, comprenez-moi bien, avec ce placement initial de 100 €, on a créé une annuité de 5 € pendant 20 ans. Et en plus de cela, on a un flux de 100 € dans 20 ans. Donc, d'après la loi du prêt unique, c'est 100 €, c'est la valeur actuelle d'une annuité de 5 € pendant 20 ans, plus la valeur actuelle de 100 € dans 20 ans. OK. Et ce qui nous intéresse, nous, évidemment, c'est ce terme-là. Eh bien, ce terme-là, on le déduit très simplement de l'équation. Ce terme-là, c'est 100 € moins la valeur actuelle de 100 € dans 20 ans et on obtient cette formule. OK. Donc, bien sûr, ça se généralise très simplement. On note toujours P le principal, F le plus, N le nombre de périodes, R le taux d'intérêt. Et vous avez cette formule qui est la seule formule que je vous demande d'apprendre dans ce cours, quasiment. Il y en a une ou deux peut-être que je vous demande d'apprendre dans le cours, mais pas plus. On verra, on verra peut-être 100 équations dans le cours au total. Mais il y en a une ou deux à apprendre. Et encore, vous pouvez les retrouver si vous voulez, vous vous en souvenez plus. Mais celle-ci fait partie des figures à apprendre, des formules à apprendre. Donc, la valeur actuelle d'une annuité de f pendant n périodes, ça va être utilisé très, très souvent. C'est f sur r, facteur de 1 moins 1 sur 1 plus r puissance n. Voilà, donc notez-le en rouge. Cette formule-là, on va l'utiliser, mais 30 fois, 40 fois. Donc, vous êtes prévenus, il faut la connaître. Ou alors, vous perdez un petit peu de temps à la reconstruire, si vous avez compris le raisonnement. En tout cas, elle va nous être très utile. OK. Alors, imaginez que vous ayez gagné au loto. Alors, ce jeu du loto n'existe plus. J'avais fait l'exercice il y a plusieurs années. Ce jeu-là n'existe plus, mais il a existé sous forme d'un tac-au-tac à l'époque. C'est un jeu de grattage. Et donc, si vous gagnez, à l'époque, donc en cas de gain, vous pouviez choisir de recevoir un versement annuel de 1 million d'euros pendant 30 ans. En fait, c'était des versements mensuels, mais ici, pour simplifier, je prends en compte des versements annuels. Donc, soit 1 million d'euros pendant 30 ans, ou alors 15 millions d'euros immédiatement. D'accord? Vous avez compris l'exercice? Vous avez gagné au loto, et donc vous avez le droit de choisir soit 1 million d'euros pendant 30 ans, soit 15 millions d'euros immédiatement. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vous laisse répondre. À première vue, le 1 million d'euros pendant 30 ans, il a l'air plus évident à choisir, non? Peut-être. 15 millions. Proposer aux camarades. J'ai votre camarade qui propose, elle, plutôt 15 millions. Les intérêts des 15 millions sur 30 ans semblent plus intéressants que le million par an sur 30 ans. Sauf qu'il y a un taux d'intérêt à 8% qui est lisse. On reçoit les 15 millions, après on les place au taux d'intérêt de 8% pendant 30 ans. OK.
je vous laisse un peu commenter, hein, je suis resté un petit peu silencieux. Donc, on voit que les avis sont un petit peu partagés. Je vais formuler un petit peu ma question. Est-ce que ça dépend de votre préférence pour le présent? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des préférences pour le risque qui étaient différents, un goût pour le risque plus ou moins important selon les individus. Il y a également des préférences pour le présent ou une forme d'impatience, si vous voulez, qui peut être différente selon les individus. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Bah, pas forcément. Pas forcément? Ou non? Ici, non. Non. Ici, non. Non. Parce que Je finalement, veux même pas pas forcément. Je veux du catégorique. Non. Votre préférence pour le présent n'intervient absolument pas. C'est ce qu'on a démontré la semaine dernière quand je vous disais que, eh bien, on allait arbitrer et que nos préférences ne rentraient pas en ligne de compte. Vous vous souvenez, j'avais beaucoup insisté sur ce point. Donc, en l'occurrence ici, votre préférence pour le présent ne rentre pas du tout en ligne de compte. Vous pouvez vous dire, ah non, mais moi, je suis un flambeur, j'ai une forte préférence pour le présent, donc je vais prendre les 15 millions d'euros. Ou alors dire à l'inverse, je suis quelqu'un de très patient, je préfère 30 fois 1 million d'euros. Non, ce n'est pas la bonne façon de raisonner. D'accord? Si on veut trancher entre ces deux possibilités, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est calculer la vanne. La valeur actuelle, si vous voulez. Hein, puisque de toute façon, la valeur actuelle ici sera égale à la vanne. Hein, on va calculer la valeur actuelle dans chacun des cas. Donc, la valeur actuelle de 15 millions d'euros, bon, bah, c'est simple, c'est 15 millions d'euros. Il n'y a pas de calcul à faire. La valeur actuelle de notre séquence de flux de 1 million d'euros pendant 30 ans, eh ben, on peut la calculer. Je vous ai donné la formule juste à l'instant. Donc, vous calculez la valeur actuelle de notre séquence de flux. Sauf que vous devez faire attention. Et là, il y a un petit piège. Donc, on ne peut pas appliquer directement cette formule. Pour quelle raison? Je vais revenir un petit peu en arrière. On doit calculer les flux des 29 années futures? Ouais, j'y viens. Et vous avez raison. Ici, regardez bien la formule. La formule pour calculer la valeur actuelle, elle considère que le premier flux est enregistré à la date 1. Or, ici, le premier flux est enregistré en début de période, donc à la date 0. Vous faites bien attention à ça? Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous n'appliquez pas bêtement la formule, parce que si vous appliquez bêtement la formule, vous avez faux. Vous devez considérer la séquence de flux qui part de la date 1, et donc, puisqu'il y en a 30, jusqu'à la date 29. Pas jusqu'à la date 30, parce que si vous allez jusqu'à la date 30, ça veut dire que vous avez 31 flux de 1 million. Or, c'est pas ce qu'on vous a dit dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on a bien précisé qu'il y avait 30 flux de 1 million. Donc, vous allez calculer grâce à la formule simplificatrice cette séquence de flux sur la période qui part de la date 1 jusqu'à la période 29. Donc là, vous pouvez appliquer sans problème la formule de tout à l'heure. Donc F sur R fois 1 moins 1 sur 1 plus R puissance N. Et vous ajoutez, bien sûr, le million que vous touchez à la date 0. D'accord? Donc pour un total de 12,16 millions. Donc, vous calculez la valeur actuelle des 30 millions d'euros au taux d'intérêt de 8%. Attention, je vous ai dit, il y a en plus un petit piège parce que les flux sont enregistrés en début de période. Ça vous donne 12,16. Autrement dit, il vaut mieux recevoir 15 millions d'euros immédiatement. C'est toujours mieux, quelles que soient vos préférences. Si vous avez une forte préférence pour le présent, eh bien, très bien. Ça ne pose aucun problème. Si vous voulez au contraire étaler les flux dans le futur, ce n'est pas grave. Vous prenez les 15 millions d'euros aujourd'hui et vous placez cet argent. Et par exemple, alors il y a une multitude de façons de procéder, mais avec les 15 millions d'euros aujourd'hui, vous pouvez dépenser, j'ai fait quelques calculs pour en venir là, hein, mais je vous donne juste les solutions. Vous pouvez dépenser 3,84 millions d'euros et placer les 11-16 millions d'euros restants pour obtenir 1 million d'euros par an pendant 29 ans. Alors, d'où viennent les 11,16? C'est très simple, hein, c'est ce qu'on a calculé là. On a vu qu'une annuité de 1 million d'euros pendant 29 ans, ça donnait 11,16. Donc, avec 15 millions, je place 11,16, j'ai bien mon annuité et eh bien, à la date 0,
au lieu d'avoir 1 million, j'obtiens 3,84. OK? Si je veux étaler mes flux sur 30 ans. Mais dans tous les cas, les 15 millions sont préférables. Si le taux d'intérêt avait été différent, la conclusion aurait pu être différente, évidemment. Tout ça dépend du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt avait été beaucoup plus faible, est-ce que ça aurait été préférable de retenir la première solution? Si le taux avait été plus faible. Oui, parce que le diviseur aurait été aussi plus faible. Bah non, c'est le contraire. Ah oui, pardon, Si oui, le taux, excusez. voilà, si le taux avait été plus faible, il aurait été encore plus intéressant de recevoir les 15 millions aujourd'hui. D'accord. En revanche, si on imagine un taux plus élevé, À ce moment-là, le quotient est plus faible. le quotient, le rapport, vous voulez dire? Le rapport, oui, je veux dire le rapport. Non, c'est surtout sur le dénominateur que ça joue. D'accord? Donc voilà, enfin, à vous de reprendre ça. Ah, mais je crois que là, c'est bon, vous avez bien compris l'idée. Bien sûr, avec un taux d'intérêt qui varie, on peut avoir la valeur actuelle va varier et vous aurez un résultat différent. Donc, vous voyez ici, hein, si j'augmente le taux d'intérêt, je diminue la valeur actuelle. Je ne suis pas sûr de ne pas avoir fait un lapsus tout à l'heure. Hein, donc, c'est pour ça que je me reprends. Si j'augmente le taux d'intérêt au dénominateur, vous voyez que la VA baisse. La VA de ma première option. Donc, c'est bien la seconde solution qui est la meilleure. En revanche, si le taux baisse, la VA augmente et elle peut aller au-delà de 15 millions. OK? Donc, reprenez-le. Je disais, peut-être que j'ai fait un lapsus tout à l'heure en inversant les deux. Bon. OK, donc OK pour la valeur annuelle d'une annuité constante. Si vous voulez calculer la valeur future d'une annuité constante, bah, vous partez de la valeur actuelle et puis vous transposez dans le futur, hein, très simplement. OK. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est tard et que je pense que voilà, vous avez déjà eu beaucoup de cours. On n'a pas pu finir le chapitre, c'est pas très grave, tant pis. La semaine prochaine, on reprend ce chapitre et on essaye de faire pas mal d'exercices. OK? Et donc, au tableau, hein, on essaiera de s'entraîner un petit peu. Monsieur, donc pour la semaine prochaine, on révise plutôt ce chapitre plutôt que d'anticiper sur le 5e? Oui, enfin, oui, c'est ça. Vous pouvez commencer à regarder le 5e, mais finissez de regarder le 4e. Ce que je vous demande, en fait, c'est pas tant de travailler énormément, mais c'est mieux pour vous si vous prenez connaissance de ce qu'on va faire. Ça vous permet, quand vous êtes en cours, d'être, parce que parfois je vais un peu vite, d'être bien au niveau. Vous voyez? Donc voilà, vous avez parfaitement raison. Prenez connaissance de la fin du chapitre 4 qu'on va traiter ensemble. On fera quelques petits exercices et du début du chapitre 5. OK. Voilà. Monsieur? Oui? Excusez-moi, j'ai une question concernant la fin du chapitre 3, s'il vous plaît. OK. Je m'arrête là pour libérer vos camarades et je prends votre question. OK? OK. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, on reprend la semaine prochaine.